Bonjour. Aujourd'hui, défendre son intégrité. Alors, qu'est-ce que c'est que défendre son intégrité et surtout à quoi ça sert? Défendre son intégrité, notez tout d'abord qu'on peut envisager l'intégrité dans sa dimension corporelle, mais c'est plutôt l'intégrité psychique dont je veux parler avec l'idée que bien sûr l'intégrité corporelle est partie intégrante de l'intégrité psychique. C'est une dimension incontournable de l'intégrité. Donc défendre son intégrité, c'est à mes yeux être le gardien de son propre phare. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être capable, quand et si nécessaire, de se mobiliser pour garantir qu'aucune force ne viendra empiéter, malmener ou nuire à ce qui constitue le noyau de mon identité, de ma subjectivité, dans un état de préservation suffisant pour que ma santé et mon équilibre soient maintenus. Donc être gardien du phare dans le sens d'une vigilance permanente et d'une capacité à agir afin de sauvegarder l'édifice ainsi que son fonctionnement. Un phare, c'est utile pour les autres, les marins en l'occurrence, mais c'est utile si ça tient debout et si son fonctionnement est assuré par les bons soins du gardien du phare. J'aime bien cette image de vigile et de protecteur. Comment on défend son intégrité? Eh bien, d'abord, dans la relation de soi à soi, en prenant soin de soi au niveau de l'hygiène de vie au sens large, au niveau de l'écoute qu'on peut avoir de ses propres besoins, du temps qu'on se consacre, de la qualité de l'investissement qu'on a sur soi-même, ainsi que de la place qu'on occupe dans nos différents rôles sociaux, familiaux et affectifs. Certains conditionnements culturels peuvent amener le sujet à se négliger en tant qu'individu qui aurait pourtant besoin de soins, de temps et de plaisir. C'est souvent le problème dans l'éducation des filles à qui on apprend très tôt à plutôt s'occuper des autres en leur collant des poupons dans les bras dès le plus jeune âge et en les impliquant à l'excès dans des rôles domestiques et familiaux qui vont bénéficier à tous les membres de la famille et contre leurs besoins personnels et leur liberté de sujet. Ainsi, en thérapie, on observe que souvent les femmes ne s'autorisent pas à prendre soin d'elles, elles ne se donnent que le temps qui reste après celui qu'elles consacrent à tous les autres et il n'en reste souvent pas. Elles se font passer après leurs enfants, si elles en ont, après leur couple, si elles en ont, après tout un tas de choses qu'elles priorisent au détriment de leurs propres besoins, dont bien souvent, d'ailleurs, elles n'ont aucune conscience, par manque de temps pour y penser, mais aussi par manque de légitimité. Elles ne se perçoivent pas comme ayant le droit de penser à elles, de se nourrir pour elles-mêmes, de prendre soin d'elles. On observe aussi que les hommes sont plus autocentrés et c'est une bonne chose pour eux, car comme on dit, on n'a que le bon temps qu'on se donne. Personne ne viendra sonner chez vous pour vous offrir la parenthèse enchantée dont vous avez besoin. C'est à chacun, chacune de se donner les moyens de vivre ce qui lui est nécessaire et joyeux de vivre. Et se donner les moyens, c'est parfois assumer, c'est même souvent assumer de n'être pas disponible pour les autres. Enfin, par ailleurs, on a à défendre son intégrité dans la relation aux autres, que ce soit dans la vie privée ou la vie sociale, professionnelle, relationnelle et bien sûr dans la vie affective. L'adage selon lequel la nature a horreur du vide est tellement vrai. Lorsqu'on n'habite pas suffisamment son intégrité, sa consistance personnelle, il est assez habituel d'observer que d'autres forces viennent occuper le terrain inoccupé. C'est comme ça, c'est dans la nature de la vie elle-même. Elle investit le vide comme ces petites herbes folles qui envahissent le moindre espace laissé libre au fond du jardin. Donc si un agent extérieur, c'est-à-dire un autre, s'installe en moi, dans ma vie psychique, prenant la place de mes désirs, de mes besoins, de mon intériorité,
il y a de grandes chances pour que j'en ressente à un moment donné un grand malaise, comme si j'étais expropriée de moi-même, au point où les options choisies peuvent m'apparaître comme des intrusions ou bien des forces qui s'imposent contre ma nature, contre mes besoins, et finalement, je peux les percevoir comme ne faisant pas du tout sens, et ceci peut amener au pire à tomber en dépression, à une perte de sens, et au mieux à la crise de la quarantaine ou de la trentaine ou de la cinquantaine ou de la soixantaine, ou quand vous voulez. Une crise en tout cas par laquelle l'évidence que ma vie ne me ressemble pas suffisamment s'impose à moi dans une violente prise de conscience qui surgit depuis le stock souterrain de ma frustration. Il y a également les petits empiètements du quotidien qui peuvent apparaître comme ne nécessitant pas forcément qu'on défende son intégrité. Et pourtant, ces petites injustices face auxquelles on ne se mobilise pas finissent par éroder l'intégrité, le sentiment de légitimité, tout comme la vague vient mordre le littoral sableux inexorablement. Quelques exemples de situations ordinaires devant lesquelles on peut se poser la question: est-ce que ça vaut le coup de défendre mon intégrité? Alors, par exemple, au restaurant, on vous sert un plat manifestement très en dessous de ce que vous êtes en droit d'attendre. Une viande mal cuite, un vin bouchonné, un dessert mal décongelé. Alors, beaucoup de personnes n'osent pas énoncer leur désappointement pour ne pas déplaire, et aussi souvent pour ne pas provoquer un conflit ou une tension. Elles font le calcul qu'il leur en coûterait de dire leur vérité et de réclamer réparation beaucoup plus que de faire comme si cela ne les gênait pas tant que ça. Alors, quelles conséquences cela peut avoir au-delà du déplaisir immédiat? Eh bien, il y a ce que l'on conserve de la relation à soi-même. Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas respecté mon vécu, mon sentiment d'être floué, d'être lésé. Je n'ai pas eu le courage ou le culot de dire que je n'étais pas dupe et surtout que je n'étais pas d'accord pour subir ça de façon tout à fait passive, sans rien en dire. Eh bien, dans ma relation à moi-même, me défausser de ce rôle-là qui consiste tout simplement à protéger mon intégrité, à défendre la justice qui m'est due, comme à tout être humain d'ailleurs, eh bien, c'est une trahison de ce que ce rôle de gardien de mon propre phare m'incombe et dont je parlais plus haut. C'est jouer contre mon camp, contre moi, contre l'estime de moi, en ne me donnant pas assez de valeur finalement pour mériter d'être défendue et restaurée face à l'abus ou à la négligence. Eh bien, ces renoncements finissent par peser lourd dans mon rapport à moi-même. À force de ne pas me défendre, de ne pas défendre mon intégrité, eh bien, je finis par douter de mon intégrité. C'est logique, c'est même psychologique. Si je ne me défends pas, c'est que je ne me donne pas assez de valeur, et moins je me mobilise pour moi-même, moins je m'apparais comme digne de valeur. C'est ainsi que s'érode l'estime de soi, qui s'appauvrit et qui expose le sujet à perdre pied, à douter de sa légitimité, de son intégrité. Et lorsqu'on est affaibli à ce niveau-là, eh bien, on s'expose à ne pas trouver les moyens psychologiques de se protéger dans des situations plus graves de violence en tout genre. Le harcèlement moral, les abus, la manipulation, le dénigrement, la maltraitance. L'autre qui se comporte mal avec moi a littéralement le champ libre, puisque moi-même, je ne me mobilise pas pour défendre mon intégrité. Ce sont des situations communes que je viens de décrire, mais j'espère que par cette vidéo, vous aurez envie de vous poser la question: est-ce que je défends suffisamment mon intégrité dans les situations de la vie ordinaire? Dans ma relation à moi-même et dans ma relation aux autres, est-ce que je suis bien le gardien de mon propre phare? Voilà, je vous souhaite une belle et fructueuse réflexion et je vous dis au plaisir.